Bon, mais écoutez, Merci beaucoup. voilà, je vais directement présenter mon sujet. Donc, d'abord, je remercie donc Madame Château-Renaud qui m'a invité donc directement à participer à cette rencontre. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un de mes sujets de recherche, n'est-ce pas, la formation en espagnol de spécialité des enseignants du supérieur. Et ensuite, j'ai écouté Madame Desriches avec beaucoup d'attention. J'ai souscrit à tout ce qu'elle a dit, c'est-à-dire côté espagnol, finalement, nous aboutissons aux mêmes conclusions. Hein. Donc, je pense que toutes les langues des spécialités subissent le même traitement. Hein. Donc, voilà, moi, je vais vous donner quelques données de terrain, quelques indicateurs. C'est sur ça que je vais appuyer ma présentation concernant essentiellement la langue espagnole, n'est-ce pas? Alors, je vais partir de quelques prémices en guise d'introduction. D'abord, pour que ce soit clair, essayons de définir ce qu'est l'espagnol de spécialité. Alors, j'ai profité de ma thèse en 2017 pour le faire. Donc, bien sûr, ça a été un travail de longue haleine. Donc, on propose une définition, il y en aurait d'autres. Mais bon, voilà, pour moi, c'est la branche de l'hispanistique qui traite de la langue, du discours et de la culture des communautés professionnelles et des groupes sociaux spécialisés hispanophones, ainsi que de l'enseignement de cet objet. Donc, j'ai proposé, avec le collègue du bureau du GERES, du groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, cette définition, et puis ça a été acté au niveau de l'article 2 des nouveaux statuts. Donc, on voulait préciser quel était notre domaine au niveau de l'association et on l'a fait au niveau d'une AG exceptionnelle l'année dernière. Voilà. Alors, quelques autres tendances observées, c'est que depuis les processus de Bologne, qui préconisent une meilleure employabilité intra-européenne grâce à la mise en place de l'espace européen de l'éducation supérieure, le secteur LANSAD est en pleine expansion dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors maintenant, pour pouvoir faire face à la demande, l'enseignement supérieur publie chaque année des postes d'enseignants de langues étrangères, dont la plupart sont destinés aux filières sciences, droit, économie, gestion, médecine et ingénierie, principalement. Il y a d'autres filières, mais on a pu observer que ce sont celles-ci qui sont les plus représentatives. Et ces postes sont de plus en plus profilés LANSAD. Je ne sais pas si vous l'avez observé dans les différents postes qui sont publiés. C'est-à-dire que ce sont des postes qui exigent un profil de candidats qui connaissent non seulement les particularités d'une langue de spécialité, mais qui savent surtout comment enseigner une langue de spécialité dans toute sa spécificité. Qui savent a priori, parce que comme on a vu, peu d'entre nous avons été formés pour enseigner ce que nous enseignons. Donc je m'étais livré en 2013 une analyse des indicateurs du ministère et dont j'avais émis une hypothèse concernant le nombre d'inscrits en espagnol, parce que ça augmente d'année en année, c'est de loin la langue la plus demandée après l'anglais, apparemment en France, hein, au niveau national. Après, ça dépendra des régions. Ici, là où je suis à l'Université de Lorraine, c'est plutôt l'allemand, mais ça se comprend par la proximité avec l'Allemagne, n'est-ce pas? Je pense que chez vous, en Aquitaine, ça doit être l'espagnol. Et en 2016, j'ai fait une étude concernant le nombre d'enseignants hispanistes qu'on avait dans l'enseignement supérieur. J'en ai conclu qu'il y avait à peu près 1000, 700 titulaires et 300 non titulaires. Donc, on observe facilement que
il y a un décalage entre le nombre d'étudiants et le nombre de professeurs qui doivent s'occuper de ces étudiants. Donc, un déficit de professeurs d'espagnol de spécialité en France. Alors, je vais continuer avec les constats dans la communauté scientifique. Je vois que Madame Derich a utilisé la même référence, c'est-à-dire que nous constatons aujourd'hui un paradoxe de l'enseignement des langues dans le supérieur, puisqu'il y a une diversification des cours pour les étudiants et une totale absence de formation appropriée pour les enseignants. Alors, dans une étude que j'avais publiée en 2016, j'avais conclu que les enseignants de langue qui candidatent sur des postes en LANSAT sont majoritairement issus d'une formation classique où la langue des spécialités et sa didactique sont souvent absentes. Et en espagnol, nous accusons ainsi un certain retard par rapport à nos voisins européens, notamment l'Espagne, qui travaille sur ce sujet depuis déjà des années, au moins depuis les années 90. Alors, je vais m'appuyer sur les constats de M. Lagarde, qui était un ancien président de la Société des hispanistes français. Il avait déjà, en 2013, dit que l'espagnol est la deuxième langue la plus demandée après l'anglais dans l'ESR, mais, dit-il, de quelle manière l'hispanisme a-t-il traité le besoin en LANSAD, en ELEA et en LANSAD, si ce n'est souvent en déléguant ces enseignements des collègues spécialistes de LLCE en sous-service à des ATR ou à des moniteurs ou des vacataires de toutes sortes, peu formés et motivés par défaut. Cette idée me paraît essentielle parce que c'est ce que nous pensons, nous, les hispanistes supérieurs, globalement, en tout cas ceux qui adhérons à l'enseignement de langue des spécialités. Mais c'est quelqu'un hautement placé au niveau de l'hispanisme français qui le dit. Donc, ça m'a intéressé de me baser sur ce constat. Ensuite, la didactique de langue culture est une discipline qui devient la clé de voûte des enseignements de l'espagnol de spécialité du supérieur. Et cette didactique a toujours été une question secondaire dans l'hispanisme français. Monsieur Lagarde dit, il écrit, de quelle manière la didactique de l'espagnol a-t-elle été considérée du point de vue de la recherche, si ce n'est comme recherche appliquée ou recherche-action par un pauvre scientifique. C'est-à-dire que, comme nous le savons, il n'y a pas de didactique de langue culture sans recherche-action. Donc, si maintenant la recherche-action est mal considérée par la communauté scientifique, c'est une autre paire de manches, hein, mais c'est un constat. Alors, moi-même, comme le sujet, je l'étudie depuis quelques années, j'avais fait une conclusion en 2013. En règle générale, les langues des spécialités dans l'enseignement supérieur français obéissent à un fonctionnement complexe, non exempt de dérives. L'une de ces dérives consiste à mettre en place des enseignements de langue non articulés avec la didactique propre de ces spécialités. Et l'espagnol n'échappe pas à la tendance avec une prolifération des cours sur des contenus généraux. Alors, ceci n'est pas sans conséquence sur l'état de la recherche en espagnol de spécialité, qui, malgré des efforts, reste marginal et complètement dispersé. Alors, le problème que je soulève ici, c'est que nous constatons qu'il y a dissociation entre l'objet d'enseignement et l'objet des recherches. Donc, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est des enseignants spécialistes en civilisation, en littérature, qui sont forcés par la force des choses à enseigner la langue des spécialités, alors que donc ils n'ont pas été formés pour ça. Alors, il est intéressant de remarquer que le HCRS recommande de ne pas dissocier objet d'enseignement et objet des recherches. C'est-à-dire que, personnellement, j'enseigne la langue des spécialités, l'espagnol des spécialités, et je fais des recherches sur l'espagnol des spécialités. Donc, voilà ma position à moi. D'accord, je suis les recommandations du HCRS. Donc,
Voilà, et concernant la formation des enseignants, c'est un de mes sujets. Ce n'est pas le seul, mais c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc, j'ai commencé à faire une recherche sur la formation des enseignants en 2016. En 2016, je fais une première enquête auprès des enseignants d'espagnol de spécialité à l'école française d'ingénieurs. J'ai ciblé les écoles d'ingénieurs pour deux raisons. La première, c'est que ça fait plus de 20 ans que je suis prof titulaire en école d'ingénieurs. Et la deuxième, c'est que je faisais une thèse sur l'enseignement de l'espagnol dans ce type de formation. Donc, voilà. Après, mon idée, c'était le transfert, c'est-à-dire que tout le monde a un avis sur les sujets, tout le monde peut émettre des opinions, mais nous manquons cruellement d'indicateurs. Donc, ce que je voulais, c'était associer à mes recherches les indicateurs et puis les transférer. Donc, on a profité de la 13e rencontre internationale du GRS, où les sujets clés, c'était la formation des enseignants d'espagnol à but professionnel. C'est une rencontre internationale que nous avons organisée donc, à l'Université de Paris-Nanterre à l'époque, et donc j'ai publié un article là-dessus. Donc voilà, donc, je vais vous en faire part tout de suite. La deuxième recherche, c'était un an après, mais cette fois-ci, je m'étais interrogé sur la formation des enseignants d'espagnol de spécialité au niveau universitaire, toute formation confondue. Donc, ça a été difficile, pas évident du tout d'avoir des réponses, parce que, comme vous le savez, les enseignants ont souvent peur de dévoiler leurs pratiques. Donc, c'est très délicat. Mais j'ai eu un certain nombre de répondants, et puis j'en ai profité de l'appel à contribution de la revue Les Langues Modernes. Il y avait mon collègue Jean-Marc Delagneau qui dirigeait un dossier sur les langues de spécialité, et j'ai écrit un article pour faire le transfert de cette deuxième recherche. Ma troisième recherche, c'est cette année. Voilà, on connaît la situation en France, qu'en est-il au niveau international? Alors, je me suis lancé dans un projet fou, sachant que je ne savais pas exactement ce que j'aurais comme réponse, et figurez-vous que j'ai eu des réponses des 5 continents, et dans l'espagnol de spécialité, ça existe au niveau international, ça se développe, ça commence à avoir une visibilité, disons-le comme ça. Donc, je vais profiter des résultats que j'ai pu obtenir. Alors, c'est pour moi, ça? Ah. C'est quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro, c'est pas grave. Alors, donc je travaille avec un collègue de l'université de Cordoue, en Espagne, et donc un collègue nord-américain, et on est en train de rédiger un chapitre pour un livre préparé par une maison d'édition anglaise. Bizarrement, ce sont les Anglais qui publient des livres en espagnol sur l'espagnol de spécialité. Mais bon, ça c'est leur démarche marketing, n'est-ce pas? Ils savent ce qu'ils font. Bon, voilà, ma partie 1, je vais accélérer un peu. Je vous laisse ici les références de ma publication, Enseigner l'espagnol en public ingénieur. Je m'étais penché sur les compétences pour la professionnalisation des enseignants. Donc, j'en avais conclu plusieurs choses sur le plan de la formation, hein, c'est que l'enseignement de l'espagnol de spécialité, l'enseignant, pardon, d'espagnol de spécialité compétent a reçu une formation initiale pour enseigner la langue générale, mais n'a pas été formé pour enseigner la langue de spécialité, et il considère que s'il devait recevoir une formation spécifique, celle-ci devrait porter sur les aspects linguistiques, culturels et méthodologiques pour l'enseignement d'une langue de spécialité. Donc, il en est bien conscient. Donc, ensuite, le caractère généraliste de la formation actuelle des enseignants des langues étrangères, toujours porté sur la traduction, la grammaire et le commentaire des textes littéraires, ne semble plus s'adapter aux exigences d'enseignement-apprentissage dans un
XXIe siècle en phase avec la notion d'employabilité des diplômés. Donc la remise en question du système actuel de formation des enseignants du supérieur est une urgence nationale. Je ne suis pas les seuls à le dire, hein, mais les indicateurs de cette étude l'ont prouvé. Alors, par rapport donc à la formation des enseignants d'espagnol de spécialité dans les écoles françaises d'ingénieurs, qui sont à peu près 204 en France, c'est quand même très, très important hein, comme quantité d'établissements où l'on enseigne l'espagnol. Il faudrait un changement de paradigme, c'est-à-dire une sorte de saut qualitatif qui fasse évoluer la formation des enseignants vers le profil majoritaire actuellement recherché. C'est-à-dire qu'il serait pertinent d'associer aux actuelles réformes celles tant réclamées par tous ceux qui, nombreux, attendent que la demande croissante du secteur LANSAD soit satisfaite par des enseignants mieux outillés, capables de relever les défis de ce secteur en expansion, hein, le secteur LANSAD. Et puis la question de la formation professionnelle des enseignants d'espagnol de spécialité, ceux qui exercent dans le supérieur, dans les vastes secteurs LANSAD, doit être posée ouvertement, il me semble, car la demande exponentielle d'enseignement de langues étrangères à des spécialistes d'autres disciplines requiert un traitement urgent. Bon, voilà, je le dis haut et fort, c'est quelque chose que nous entendons dans tous les forums dans lesquels nous pouvons participer, c'est-à-dire qu'il y a consensus apparemment au niveau de la communauté universitaire que c'est un sujet qui requiert un traitement urgent. Voilà les conclusions de cette première étude. La deuxième étude, dont je vous rappelle que c'était les enseignants, donc elle portait sur les enseignants d'espagnol dans les universités françaises. Donc voilà la référence, donc état des lieux sur l'enseignement et la recherche dans le champ de l'espagnol de spécialité en France. Ça a été publié dans les langues modernes en 2017. Donc, je vais vous passer brièvement quelques indicateurs. Donc, le profil enseignant des intervenants d'espagnol de spécialité en France, donc ce serait celui-là. Donc, ils ont entre 40 et 60 ans, ils ne sont pas très jeunes. Plus de la moitié, ils sont natifs. Plus de la moitié, ils sont titulaires. Ils enseignent pour la plupart l'espagnol en tant qu'LV2. Nous savons que l'anglais est très majoritairement parlant la L1. Et puis, ils nous disent qu'ils enseignent l'espagnol des spécialités couplé à la langue générale, c'est-à-dire l'espagnol langue générale. Donc, c'est une tendance assez forte parce que seulement 22% des répondants ont indiqué qu'ils enseignaient l'espagnol des spécialités. Donc, après, nous découvrons que l'espagnol de spécialité s'est réenseigné dans toutes les formations, et principalement dans les vastes domaines des sciences humaines et sociales. Si nous analysons maintenant le profil de chercheurs de ces intervenants en France, pour la plupart, bon, ils sont docteurs, normalement, ils sont donc... ils font partie de la section 14 du CNU, c'est-à-dire études romanes, et ils déclarent qu'il existe des lignes de recherche concernant les langues des spécialités dans leur laboratoire d'affiliation. Donc, mais vous voyez, presque un tiers, bon, 28% ont déclaré ça. Et ils déclarent, un tiers d'entre eux déclarent qu'ils se consacrent à la recherche parce que statutairement, ils sont obligés. S'ils sont maîtres de conf ou professeurs, évidemment, ils sont obligés. Par contre, un autre tiers des répondants disent qu'ils ne sont pas obligés de faire de la recherche, mais ils en font quand même. Donc, cette idée, l'idée exprimée par Madame Derich que finalement les enseignants de langue de spécialité devraient faire de la recherche, nous pouvons la constater ici parce que nous avons un tiers des enseignants d'espagnol de spécialité qui ne sont pas chercheurs et qui font de la recherche. Par ailleurs, je voudrais signaler qu'on n'est pas obligé d'être chercheur attitré pour faire de la recherche. Donc voilà, après,
Bon, donc, ce profil des chercheurs, nous l'avons décrit à partir d'un déficit de transfert. C'est-à-dire que, d'accord, on fait de la recherche en espagnol de spécialité, mais on transfère peu ou pas du tout les résultats des recherches, qui sont essentiellement individuels. Hein. Regardez, 41% des enquêtés n'ont rien publié dans le domaine de l'espagnol de spécialité. Un quart à peu près parmi eux ont publié un article dans des actes d'un colloque. Très peu d'entre eux ont publié un article dans une revue à comité de lecture. Oui, la situation devient plus compliquée. Publier dans une revue à comité de lecture, c'est plus complexe. Et puis, seulement 10% ont publié un ouvrage en espagnol de spécialité. Seulement 9% ont présenté leur mémoire de master, par exemple, en espagnol de spécialité. Et retenons ceci, à la date de l'enquête, c'était 2016, aucun n'avait défendu une thèse en espagnol de spécialité parmi ceux qui ont répondu. Donc, ils n'ont pas vraiment d'ancienneté dans la recherche. Ils disent qu'ils ne sont pas concernés par l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches, plus de la moitié. Donc, on voit bien qu'il y a très peu de chercheurs en espagnol de spécialité. Seulement 7% d'entre eux sont en possession de l'HDR. 2% sont en train de la préparer, c'est-à-dire que certains y voient un certain intérêt, sinon ils ne se lanceraient pas dans une telle aventure. Et puis, 7% des professeurs d'université dirigent actuellement une thèse en espagnol de spécialité. Donc, ça existe, ça se développe, mais c'est évidemment une situation marginale. Passons à la troisième partie concernant mes constats, maintenant au niveau international. Donc, j'ai obtenu des réponses en provenance de 26 pays. Donc, l'intégralité des résultats, je les ai mis en libre accès sur le site du GRS, vous pouvez les consulter. Ce sont des résultats non commentés, parce que les résultats, ils seront commentés au niveau d'un ouvrage que je prépare, comme je vous le disais. Donc, 5 continents, 26 pays, dont la France. Évidemment, 49% en Europe, c'est là où l'espagnol de spécialité est le plus enseigné. Et puis, n'oublions pas l'Amérique au sens espagnol du terme, c'est-à-dire les pays du continent américain. Donc, au niveau international, le profil est un peu similaire à celui de la France, mais avec des divergences assez parlantes. Je vais vous en passer quelques indicateurs. Donc, la langue enseignée, pareillement, c'est une hybridation entre langue générale et langue des spécialités. Mais cette fois-ci, c'est 81% des répondants qui disent ça. Hein. Alors, ils disent, d'accord, langue générale et langue de spécialité, mais les intitulés des matières enseignées révèlent un domaine de spécialité, pas un domaine général. Donc, ils parlent d'espagnol des affaires, espagnol de la médecine, espagnol du droit, espagnol de l'ingénierie, espagnol de l'économie. Voilà les 5 principaux domaines mentionnés. S'ils ne parlent pas d'un domaine, ils parlent d'un objectif précis. Alors là, on va tomber dans le libellé espagnol sur objectif professionnel ou espagnol sur objectif spécifique. Hein. Ces collègues de ces différents pays nous disent qu'un bon professeur d'espagnol de spécialité doit posséder des connaissances générales sur la spécialisation de ses étudiants. Ça, c'est un vieux débat, n'est-ce pas? Bon, quel est le niveau des connaissances de la spécialité des étudiants, n'est-ce pas? Parce que notre spécialité à nous, c'est la langue, c'est pas l'ingénierie, c'est pas la médecine, c'est pas les droits. Mais il faut avoir un niveau de connaissances générales, d'après les répondants. Par rapport à l'ancienneté dans l'enseignement, ils ont entre 5 et 20 ans. Et puis, ils sont majoritairement natifs, la moitié sont titulaires. Intéressant, ils disent que dans leur formation initiale, ils ont reçu
une formation pour enseigner l'espagnol de spécialité, presque 60%. Donc, la situation française est loin d'être pareille. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau international, il semblerait qu'ils soient mieux formés, mieux outillés pour enseigner la langue de spécialité. Et puis, beaucoup, comme partout, se sont formés à l'espagnol de spécialité par la formation continue et notamment par la formation autodirigée, c'est-à-dire l'auto-formation. Alors, intéressant de constater qu'ils ont une perception positive par rapport à l'avenir de l'enseignement de l'espagnol. Donc, regardez, 78%. Et puis, ils proposent des mesures qui favoriseraient la formation continue en espagnol de spécialité. Bon, évidemment, assister à des congrès, colloques, journées d'études, rencontres, etc. Faire un master ou un doctorat, s'inscrire dans un atelier de formation, participer à des projets en lien avec l'espagnol de spécialité, communiquer dans des manifestations, et évidemment, écrire des articles. Voilà. Et puis, quand on les interroge sur les évolutions souhaitées dans l'enseignement de l'espagnol de spécialité, ils mentionnent fondamentalement 4. Améliorer la préparation didactique dans la formation initiale des enseignants d'espagnol, réformer les programmes de formation des enseignants afin d'y inclure l'espagnol de spécialité, et regardez ce qu'ils ont écrit. Donc, finir avec l'intrusionnisme et exiger un diplôme pour enseigner l'ESP. Bon, vaste projet, n'est-ce pas? Mais j'ai retenu ça, parce qu'ils étaient plusieurs à le dire, finir avec l'intrusionnisme. C'est-à-dire que nous avons un peu marre de voir des non-spécialistes enseigner notre spécialité, n'est-ce pas? Et nommer plus de professeurs titulaires d'espèces, ça paraît évident, tout ça. Par rapport au profil chercheur, et je vais terminer dans les minutes qui suivent, donc chercheurs, donc ils disent que ils font de la recherche en SP, presque la moitié. Ils sont docteurs, plus de la moitié. Et par contre, vous avez plus d'un tiers qui font de la recherche sans être diplômés pour faire de la recherche. C'est-à-dire qu'ils sont diplômés en tant que professeurs, titulaires ou pas, mais pas, ils ne sont pas diplômés en tant que chercheurs. Bon. Ils considèrent que la recherche en espagnol de spécialité est un état embryonnaire ou émergent, plus de la moitié. Ils ont une perception positive par rapport à l'avenir de la recherche, donc 60%. Rappelez-vous qu'avant, la perception positive concernant l'enseignement était de 80%. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la recherche, ils sont moins enthousiastes, mais ils sont quand même enthousiastes, donc, puisque 60% déclarent qu'ils ont une perception positive. Allez, globalement, un tiers d'entre eux, ils font de la recherche en ESP parce que leur statut les y oblige, et ils déclarent une ancienneté variable allant entre 5 et 15 ans dans la recherche. Par rapport au transfert, ils ont déjà publié un article de revue. Rappelez-vous qu'en France, si ma mémoire est bonne, était de 10% ce pourcentage. Donc au niveau international, on s'élance dans la publication sur l'espagnol de spécialité dans des revues scientifiques. Ils ont déjà publié un article relatif à ce domaine dans des actes de colloque. Donc, ils ont publié du matériel didactique, des manuels, des cours, etc. Ils ont rédigé un chapitre d'ouvrage. Ils ont défendu une thèse, 23%. Donc, rappelez-vous que le pourcentage en France est de 0. Thèse en espagnol de spécialité. 0 en France, 23% sur le plan international. Donc, il faut aller vers ces contacts internationaux parce qu'il semblerait que pour l'espagnol de spécialité, le salut vient de l'étranger. Donc, regardons ce qu'ils font ailleurs pour voir si on peut mieux faire chez nous. Et ils ont déjà présenté un mémoire en licence ou en master sur le sujet. Voilà.
Alors, les évolutions souhaitées par rapport à la recherche, j'en ai trouvé 3 qui sont importantes. Il propose d'organiser plus d'événements scientifiques autour de l'espagnol de spécialité, réformer les programmes de formation en incluant plus de préparation pour la recherche, et puis obliger tout enseignant-chercheur d'ESP à faire ses recherches en SP. Ça rejoint un peu la situation française au niveau du HCRS qui incite à ne pas dissocier objet de recherche et objet d'enseignement. Donc, au niveau international, on retrouve cette notion-là, l'importance de ne pas dissocier enseignement de recherche. Alors, bon, conclure sur tout ça, ça va être un peu difficile pour moi, mais je vais vous faire, en guise de conclusion, quelques propositions. J'espère, je saute sur l'occasion, puisque j'ai un public qui s'intéresse au sujet. Alors, je pense qu'il faut faire évoluer la situation vers la prise en compte des besoins réels. Donc, il faut arrêter avec une analyse de besoins imaginaires. Quels sont les besoins réels que nous avons? Donc, il faudrait peut-être prendre conscience que l'espagnol est un instrument de communication internationale valorisé en milieu professionnel en tant que compétence non banale. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais c'est depuis l'économie de langue, et notamment avec François Grain, qu'on nous explique qu'une compétence non banale est mieux appréciée dans le marché de l'emploi qu'une compétence banale. Donc, pour vous donner un exemple, l'anglais serait une compétence banale parce que tout le monde est censé parler cette langue. Par contre, pas tout le monde peut parler l'espagnol, et les professionnels qui peuvent gérer des projets en espagnol, eh bien, ils vont monnayer cette compétence avec leur employeur. Et donc, c'est la notion de compétence non banale. Ensuite, trouver des alternatives théoriques et pratiques pour impulser de nouveaux paradigmes épistémologiques et pédagogiques propres aux langues des spécialités. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Ensuite, nous pouvons conclure qu'il faudrait adopter une stratégie de décloisonnement afin de dépasser les frontières disciplinaires, hein, le LANSAD, l'UEA, l'LCE, etc. Et puis sortir de l'isolement et entrer en contact avec des réseaux nationaux, internationaux d'enseignants et des chercheurs expérimentés. L'isolement est quelque chose qui caractérise le professeur du LANSAD, notamment le professeur de langue de spécialité, et tout particulièrement les professeurs d'espagnol de spécialité. Donc, sortir de l'isolement, c'est la première étape. Ensuite, comme conclusion, je propose l'idée de mener des actions stratégiques basées sur des mesures concrètes. Alors, mesures concrètes, il y en aurait pas mal. Je vais en recenser 4. Augmenter évidemment le nombre d'enseignants chercheurs spécialisés en espagnol de spécialité et disposant d'une HDR, parce que nous en avons très peu. Et puis inciter les actuels HDR non spécialistes, parce que pour la plupart, ils ne sont pas spécialistes, à prendre des doctorants dont le thème de recherche est en lien avec l'espagnol de spécialité. Donc voilà une première mesure concrète. Hein. Et puis motiver les enseignants-chercheurs qui enseignent l'espagnol de spécialité à faire de la recherche en espagnol de spécialité et non dans un domaine différent. C'est-à-dire que c'est frustrant de devoir enseigner l'espagnol des affaires et de devoir faire de la recherche sur la littérature du XVIIe siècle espagnol. Donc c'est un peu frustrant. Donc ça devrait pouvoir être modifié, cette tendance, dans les années qui viennent. Et puis, finalement, évidemment, créer des laboratoires où les langues de spécialité, de percée internationale, soient les thématiques centrales. Vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas. Bon, après, je vous propose quelques solutions pour répondre à la demande en espagnol de spécialité. Et je pense que nous devons emprunter les chemins du renouvellement. Alors, en ce sens, je vais terminer ma présentation avec ces
ces solutions que je propose. Alors, je pense qu'elles découlent du bon sens, hein. Il y en aurait bien d'autres, mais bon, donc il faut commencer par quelque chose. Donc, des solutions réalistes et immédiates, c'est créer une option langue des spécialités au concours du CAPES et de l'agrégation. Et puis, surtout, exiger des expériences d'enseignement et de recherche en langue des spécialités pour les candidats au concours réservé aux enseignants-chercheurs lorsque le poste à pourvoir est profilé langue des spécialités. Après, si on n'en trouve pas, on n'en trouve pas des candidats spécialisés, mais a priori, le profil du poste devrait être axé sur ce type d'exigence, il me semble. Et puis, je vous propose une solution ambitieuse et à très court terme, ça n'engage que moi. Ça ne découle pas des études que je vous ai montrées, mais j'en profite pour vous donner mon avis et, en tant qu'observateur et praticien dans le milieu. Il faudrait créer un statut d'enseignant titulaire de l'ESR qui remplace ceux de PERCE et Prague. Parce que les PERCE et les Prague ont été formés aux spécificités du secondaire avec une méthodologie adaptée pour enseigner dans le secondaire et non aux besoins dorénavant bien détectés des étudiants universitaires. Donc voilà. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous laisse mes coordonnées. Je peux même partager cette présentation. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec le chiffre. Je vais maintenant activer Zoom. Merci beaucoup, Marcelo, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez des questions particulières à aborder avec notre collègue ? Alors, vous me voyez ? Oui, là, oui, là on vous voit. Ouais, là on vous voit. Merci. Donc là, je vois que Marie-Christine pose une question aussi sur le déficit de recherche en espagnol de spécialité par rapport à la situation française, par rapport à la situation internationale. Comment on explique ça? Pourquoi c'est moins valorisé chez nous? Est-ce que vous auriez une idée? Ah oui, mais moi je vous réponds en fonction de mes observations à moi. C'est une paralysie par rapport à l'existence. C'est une évolution difficile pour les hispanistes du supérieur. C'est-à-dire que, comme le disent souvent les hispanistes, on n'a pas été formés pour enseigner autre chose que la civilisation, la littérature, la culture, la linguistique, dans le sens large du terme. Mais voilà, pour moi, les deux déficits de l'hispanisme français, qui ont déjà été soulignés par d'autres chercheurs, hein, c'est la didactique de l'espagnol et c'est la langue de spécialité. Donc, voilà. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas été formé à ces deux disciplines peut devenir un spécialiste? Moi, si vous voulez, moi je me suis formé personnellement, hein, donc par la force des choses. J'étais nommé dans les années 90 dans une école d'ingénieurs. Il fallait bien que je commence par l'analyse des besoins, hein, que Madame Desriches avait proposé, et, évidemment. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il faut que les enseignants soient mieux outillés. Et ça passe par la formation. Donc, c'est pour ça que des journées comme celle-ci, sont vachement utiles, je pense, pour nous, pour la communauté des enseignants et des chercheurs du supérieur. Alors, pour résumer, déficit de formation méthodologique pour enseigner à des publics bien précis, hein, bien circonscrits. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, je pense que vous répondez à la question. Et moi, je crois effectivement qu'il y a un déficit aussi de recherche sur la didactique de l'espagnol, parce qu'il y a très peu finalement de thèses qui sont soutenues en didactique de l'espagnol, hein. Il y a de la didactique des langues en général, mais spécifiquement, c'est vrai je crois qu'il y a un creux.
Et je vois deux questions qui arrivent sur le chat. Donc, est-ce que vous auriez des propositions d'ateliers de formation pour les enseignants? Est-ce qu'il y en aurait qui seraient prévus? Est-ce qu'on pourrait en envisager? Oui, alors pour l'espagnol de spécialité, le grand forum, c'est le GRS. Hein, donc il faut suivre les actualités du GRS, bien qu'avec la crise sanitaire, nous sommes un peu éteints cette année, mais nous faisons des choses. Et je vous ai dit qu'on avait observé qu'au niveau de l'espagnol, le salut venait de l'étranger, parce que puisque on est plus suivi à l'étranger qu'en France par rapport aux activités de formation et de recherche qu'on fait, nous, au sein du GRS, par exemple. Donc, je vous invite à notre prochain rendez-vous, ça va être au mois de juin de l'année dernière à Buenos Aires, dans la 18e rencontre internationale du GRS, c'est à Buenos Aires, c'est une rencontre annuelle, on essaye de faire ça une fois par an. On le fait soit à l'étranger, soit en France, et l'année prochaine, ça va être donc à l'étranger. Buenos Aires, la capitale d'Argentine. Voilà. Donc, il n'y a pas, que je sache, il n'y a pas de formation, on n'a pas de visibilité par rapport à des formations. Je vous invite aussi à suivre la veille informationnelle du GRS, donc à vous inscrire pour recevoir des infos concernant des manifestations. Donc, pour résumer, la formation chez nous en espagnol se fait essentiellement dans des journées d'études, des colloques, des rencontres internationales. Et puis, si une université quelconque fait une formation en espagnol de spécialité, il s'agit de nous transmettre l'info pour que nous puissions la transmettre à la communauté des hispanistes. Donc, merci Marcelo. Une dernière question avant notre pause, donc de Joël Miro Lozano. Quelle est la proportion des pracs PRCE par rapport à celle des enseignants-chercheurs? Est-ce qu'on a une différence qualitative aussi avérée entre leurs pratiques ou pas? Oui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je l'ai, ce pourcentage. Hein. Donc, il fait partie d'une étude que j'avais faite. Mais en gros, c'est surtout des pracs PRCE, c'est-à-dire qu'on refile le bébé à ceux qui sont en bas de la hiérarchie. C'est-à-dire que vous savez que dans l'enseignement supérieur, il y a une hiérarchie par rapport au statut. Donc, on refile la langue des spécialités, et l'espagnol de spécialité en particulier, aux professeurs certifiés du supérieur et au Prague. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'en faisant ça, il n'y aura pas de retour par rapport à la recherche, il n'y aura pas de transferts, parce que moi, je suis PRCE, donc je sais de quoi je parle. Hein. Donc, on n'est pas obligé de faire de la recherche, nous. Non, j'ai envie de dire aussi que le nombre d'heures que vous devez assurer d'enseignement limite aussi forcément le temps de recherche, puisqu'il y a un temps énorme d'enseignement. Ah oui. Si je pouvais disposer de la moitié de mon temps pour faire de la recherche, c'est sûr qu'au lieu de publier un article par an, je ferais les doubles ou les triples. Mais bon, c'est-à-dire que nous manquons, d'après ce que nous observons, d'une ambition par rapport à une réponse réelle. C'est-à-dire que si c'est vrai que les LANSAD est la filière majoritaire, eh c'est vers cette filière que devraient se créer de nouveaux postes, non? C'est ce qui est en train de se passer, mais avec des profils un peu à l'écart. Voilà. Bien, merci beaucoup Marcelo. Je propose à tous de faire une pause. Merci à ceux qui nous suivent aussi à distance. Là, j'espère que ça se passe facilement, que tout le monde peut suivre. N'hésitez pas à me faire des retours par le chat. Hein, j'essaie de suivre ça. Donc, je vous propose un petit quart d'heure de pause et ensuite, nous écouterons Madame Pascaline Faure qui nous parlera donc, de l'anglais médical.